Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Christian Trudeau, un membre de la Society for American Baseball Research, se consacre depuis plusieurs années à l'histoire de la Ligue provinciale au Québec. Il a même fondé un site internet sur ce circuit, lesfantomesdustade.ca. Entretien avec Christian Trudeau. Christian Trudeau, merci beaucoup d'accepter cette invitation de nous parler de la Ligue provinciale. C'est une ligue, on en a entendu parler beaucoup par les entretiens qu'on a fait avec des anciens qu'on joue dans les années 60, mais si on se remet au début de la Ligue provinciale, ça remonte à quelle année? Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de la Ligue provinciale. Je vais mentionner, il y a des ligues qui ont porté le nom de la Ligue provinciale depuis très longtemps. On peut retourner jusqu'à la fin du 19e siècle. Là. Déjà, il y a des ligues qui portent ce nom-là. Dès qu'on s'étend un petit peu à l'extérieur de Montréal, on va tendre à appeler ces ligues-là des ligues provinciales. Évidemment, là, ce qu'on va parler aujourd'hui des ligues provinciales ne sont pas nécessairement directement liées. Donc, il y a certaines époques où ça va bien fonctionner. Mais dès au tournant du siècle, là, donc, on a une ligue qui va s'étendre un petit peu, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Farnham, Sorel. On va pas évidemment jusqu'à l'autre bout de la province, là, mais on va jouer, on va s'étendre, dès qu'on s'étend un petit peu à l'extérieur de Montréal, on va utiliser ce nom-là de la Ligue provinciale. Donc, dès cette époque-là, puis on va attirer rapidement des joueurs américains. Donc, il y a un bon calibre de jeu qui va se développer. Puis, donc, rapidement, c'est ce nom-là qui est évoqué. Puis ça va durer là, à ce moment-là peut-être 5-6 ans là, où on va jouer assez haut niveau de baseball dans ce rayon-là de la province. Là, on parle autour des années 1900, là, Christian. Là. C'est ça, oui. Ouais. Ça a continué, ça n'a pas toujours porté ce nom-là parce que on a la Ligue provinciale est devenue la Ligue provinciale sous les bases ou sous les cendres de la Ligue précédente. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça se faisait? Donc, il y a différentes ligues qui prenaient ces noms-là. Donc, cette ligue-là, à la fin du 19e siècle, elle va mourir de sa belle mort. Là, pendant une certaine période de temps, le baseball va se recentrer surtout sur Montréal. Il va y avoir une très forte ligue, la Ligue de la Cité à Montréal, qui va se développer, du bon baseball en parallèle des Royaux à cette époque-là. Puis, à l'extérieur de Montréal, c'est plus tranquille. Là. C'est plus des ligues. Chaque ville a son équipe. On se lance des défis, mais il n'y a pas grand-chose d'organisé. Puis ça va aller plus... les Royaux vont pas survivre à la Première Guerre mondiale. Là, ça va se réorganiser un peu plus sérieusement dans les années 20. Mais là, ça ne portera pas la Ligue provinciale comme nom à ce moment-là. Parce qu'on avait en fait des visées un peu plus larges, surtout du fait qu'il n'y a pas d'équipe à Montréal. Donc là, on cherchait une ligue, ce qu'on a appelé la Ligue de l'Est du Canada. Donc, on avait vraiment une vision plus grande. Il y a eu des équipes, on a commencé avec, si je me rappelle bien, c'est Ottawa, Montréal, Trois-Rivières et Valleyfield. Donc, on s'étend, c'est presque juste au Québec, on est un petit peu en Ontario. Puis à cette époque-là, c'est Joe Page, là, qui est un promoteur de baseball assez connu à l'époque, là, qui va être derrière cette ligue-là. Puis il va vraiment tenter de créer une ligue là, qui va être en fait professionnelle. Elle va être affiliée au baseball majeur. C'est une ligue à ce moment-là de calibre B qu'on appelle à cette époque-là, ce qui est à ce moment-là 2 rangs, si on veut, des ligues majeures. Donc, il n'y a pas d'affiliation à cette époque-là. Donc, on embauche des joueurs un peu comme on veut. Et c'est comme ça là, que j'ai découvert que Charlie Calver, par exemple, qui est un joueur noir, a évolué dans l'équipe de Montréal pour quelques semaines en 1922. Ce qui est évidemment surprenant parce que le baseball mineur affilié était supposément complètement blanc à cette époque-là. Donc, déjà, il y a des choses intéressantes qui se passent à ce niveau-là.
Joe Page avait des idées de grandeur. Il aurait voulu que sa ligue fasse essentiellement tout l'Ontario jusqu'aux provinces maritimes, d'où le nom. Ça se réalisera pas vraiment. Là, on va se rendre jusqu'à Québec l'année suivante. Mais on va perdre Ottawa, donc on se ressent un peu plus vers l'est. Puis en 1924, on va étendre cette ligue-là jusqu'au Vermont. On a des équipes à Montpellier et à Rutland. Ça ne fonctionnera pas très bien. Évidemment, quand on étend la ligue, surtout à cette époque-là, c'est les coûts de transport qui augmentent beaucoup. Puis aussi, les joueurs qu'on va embaucher, c'est souvent pas mal les mêmes joueurs qu'on voyait dans les ligues locales, plus quelques Américains. Donc, il n'y a pas un grand calibre supplémentaire, tandis qu'il y a beaucoup plus de matchs. Et il y a... le calibre n'est pas tellement plus élevé, puis les coûts de transport sont importants. Donc, c'est pas une recette financière qui est très, très gagnante. Donc, les deux équipes du Vermont vont quitter à mi-chemin en 1924, puis la Ligue va arrêter ses opérations après la saison 1924. Les deux époques clés là, de la Ligue provinciale, tu as celle de la fin des années 40-50 et celle des années 60. On va commencer par, là, tu as mis la genèse un peu comment les ligues s'organisaient et tout ça. Rappelle-nous un peu ce qui nous a mené à l'âge d'or de la Ligue provinciale de la fin des années 40. Cette ligue-là, est-ce que c'est une ligue qui est, elle a commencé comment, cette génération-là de la Ligue provinciale? Je dirais qu'il faut reculer un petit peu aux années 30 brièvement. Oui. Donc, il y a eu une ligue quand même assez importante en fin des années 30. Donc, ça a commencé très simplement. Au début, c'était, comme je disais, on était revenu après la ligue que je mentionnais dans les années 20. On est revenu à des défis entre les différentes villes. Puis là, on va se réorganiser un peu plus sérieusement. On va commencer avec des ligues là, avec peut-être 12 matchs, 16 matchs par saison. On joue essentiellement que les dimanches. Donc, c'était des ligues de fin de semaine, pas très sérieuses. Les joueurs c'est pas des professionnels. Et là, tranquillement, on va s'encourager. Chaque joueur va aller chercher pour vaincre la ville voisine, on va aller chercher un joueur américain. Donc, on va tranquillement s'encourager dans les salaires. Ce qui fait que à la fin des années 30, on a une ligue qui est plutôt bien organisée. On a été chercher Québec et Trois-Rivières dans cette ligue-là. On a des bassins un peu plus importants. Sherbrooke, qui jusqu'à cette époque-là, avant ça, jouait surtout dans des ligues avec des clubs américains en bordure avec le Vermont et tout ça. Là, ça ressemble vers le Québec avec Granby. Sorel va avoir une très bonne équipe à cette époque-là. Donc, on va avoir un bassin d'équipe intéressant, puis on va aussi investir dans les infrastructures. Les stades qu'on connaît aujourd'hui encore à Québec et Trois-Rivières, ils ont été construits à la fin des années 30. C'était des projets de Maurice Duplessis pour encourager, se sortir de la dépression. C'était des grands travaux publics. On a investi ces stades-là, durent toujours aujourd'hui. Mais ailleurs aussi, Sherbrooke, Granby vont se construire des stades aussi avec des lumières pour pouvoir jouer le soir. Donc, on a toute une infrastructure de baseball qui va se construire. On va tenter de joindre le baseball organisé, une ligue de classe C en 1940. Et là, avec la guerre, il y a aussi une météo terrible cette année-là. Ça va s'effondrer rapidement. La ligue va à peine survivre la saison. Puis ensuite, avec la guerre, là, tout ça va arrêter après la saison 1940. Pendant ce temps-là, Québec et Trois-Rivières vont s'en aller du côté de la Ligue Can-Am. Et la Ligue Can-Am va faire une petite pause durant la guerre, mais Québec et Trois-Rivières vont retourner là-bas dès 1946. Sherbrooke et Granby se réessaient dans le baseball organisé dans une ligue avec la Ligue Frontière, avec des équipes américaines. Ça va être un fiasco. Encore une fois, les coûts de transport trop élevés, ça ne fonctionne pas. Et là, en 47-48, on est prêt à réorganiser une ligue provinciale hors du réseau du baseball organisé. Et là, on va revenir avec les mêmes villes qu'habituelles, Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Farnham, Drummondville, Sherbrooke et Granby. On regarde ces villes-là, puis on se dit, tu regardes, on n'a pas t'as des villes importantes là-dedans. Tu te demandes, Farnham, c'est pas une grosse ville. Qu'est-ce que Farnham vient là-dedans? La proximité d'un chemin de fer, d'une base de l'armée, c'est ce qui expliquait la présence d'une équipe là-bas. C'est ça. Donc, c'est pas très loin. C'est des villes, Granby, Farnham et tout ça, sont près, mais c'est
assez près pour qu'il y ait une compétition naturelle aussi entre les villes. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour ces matchs-là. Puis, bon, il y a une culture de baseball depuis longtemps à cette époque-là à Farnham et tout ça. Puis, effectivement, la proximité du chemin de fer, ça va ajouter à ça. Ce qui est très, très intéressant pour la Ligue provinciale, c'est que, comme tous les villes sont prêts, on n'a presque quasiment pas besoin d'hôtel. On retourne à la maison tous les soirs. Et même une des caractéristiques de la Ligue, c'est que les dimanches, on va jouer des programmes doubles aller-retour. Donc, on joue le premier match, disons, à Sherbrooke. On finit le premier match au milieu de l'après-midi et on s'en va jouer un match en soirée, disons, à Drummondville. Donc, les deux équipes vont voyager presque ensemble et on revient coucher à la maison. Donc, il y a beaucoup de transport sur les routes, mais on est capable de faire ça facilement, là, aller-retour dans une journée, même 2 fois. Donc, ça donne une ligue qui est très compacte, donc et de la compétition naturelle entre ces villes-là. Et puis, ce qui va vraiment aider cette ligue-là, c'est que là, il y a une série de choses qui vont faciliter les choses pour la Ligue provinciale. Il y a un concours de circonstances incroyable qui va rendre à ces villes-là un calibre de baseball qui n'a aucun bon sens pour ces villes-là. Là. Donc, qu'on n'a jamais eu sur le plan local, dans le fond. Là. Exactement. C'est un niveau on ne devrait pas avoir eu dans des villes comme Drummondville et Farnham, en toute honnêteté. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, premièrement, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup de soldats là, qui reviennent et qui veulent retrouver leur travail, qui avaient dû abandonner leur poste pour aller dans l'armée. Soudainement, ils sont disponibles. Donc, il y a une espèce de surplus de joueurs. Ensuite, évidemment, c'est l'intégration du baseball. Jackie Robinson a commencé en 1946. Et là, il y a évidemment un intérêt pour embaucher plus de joueurs, mais surtout, ce qui se passe, c'est que les Negro Leagues sont un peu en fin de parcours. L'assistance là-bas a diminué beaucoup. Les ligues sont tout près de la mort. Là. Je pense que c'est le Negro National League, je crois qu'en 48, c'est sa dernière année, donc ça achève. Les bons joueurs de ces équipes-là se cherchent des endroits pour jouer. Et eux, ils veulent gagner leur vie. Puis, un des endroits qui va être offert, ça va être le Canada et on va aller les chercher. Ce qui s'est passé aussi, l'autre facteur, c'est qu'en 1946, il y a un millionnaire mexicain, Jorge Pascual, qui a tenté de partir sa propre ligue professionnelle qui voulait plus ou moins rivaliser avec les ligues majeures. Et donc, il a délié les cordons de la bourse pour attirer beaucoup de joueurs des ligues majeures. Pas nécessairement des grandes vedettes, mais plusieurs joueurs quand même de bon calibre. Ouais, c'est pas parce qu'il s'est pas essayé, par contre, Christian. Et oui, il s'est essayé sur d'autres. Il n'a pas réussi nécessairement à aller chercher les meilleurs joueurs, mais c'était essayé. Stan Musial, notamment, avait été approché là, pour se joindre dans cette ligue mexicaine. Là. Exactement. Donc, ils se sont essayés sur à peu près tout le monde. Il n'y a pas, mais particulièrement sur les Cards de Saint-Louis, ils ont réussi à aller chercher plusieurs bons joueurs. Et ces joueurs-là ont été suspendus par le baseball majeur pour avoir, si on veut, brisé la clause de réserve et tout ça. Donc, la Ligue mexicaine va fonctionner pendant quelques temps, mais va comme manquer d'argent. Puis à partir de 1948, ces joueurs-là n'ont plus vraiment d'endroit pour jouer. Et par un certain hasard, il y a plusieurs joueurs québécois qui s'étaient retrouvés dans cette Ligue mexicaine-là. Jean-Pierre Roy, Roland Gladu notamment, qui Stan Bréard. Stan Bréard aussi. Et donc tous ces joueurs-là, évidemment, sont courtisés par la Ligue provinciale pour revenir. Et puis là, soudainement, ces joueurs-là se disent, tant qu'à... Je connais de plusieurs bons joueurs là, qui n'ont pas trop d'endroits où jouer. Est-ce qu'on pourrait les faire venir au Québec? Et ils vont s'amener au Québec en commençant en 1948. On va les retrouver, plusieurs de ces joueurs-là, au Québec. Donc, Roland Gladu va signer comme gérant à Sherbrooke, Stan Bréard à Drummondville et Jean-Pierre Roy, il était déjà là en 1947 à Saint-Jean. Oui, parle-nous, Christian, d'une édition particulière, là, celle de Drummondville, qui est peut-être la plus célèbre, dans laquelle Sal Maglie a joué à la fin des années 40. C'est une des équipes locales les plus puissantes qu'on ait eues. Oui, à cette époque-là, on dit que cette équipe-là pouvait rivaliser avec les Royaux de Montréal. Donc, est-ce qu'il y aurait vraiment pu les battre? Je ne sais pas, mais il y avait vraiment des joueurs de calibre
majeur, 3A et tout ça. Donc, les joueurs qui auraient dû se retrouver ailleurs. Donc, on a parlé de Sal Magli. Il y a aussi Max Lanier qui était dans cette rotation. Et à cette époque-là, probablement, Max Lanier était plus connu que Sal Magli. Sal Magli a eu une bien plus belle carrière ensuite, mais c'est ça. Je pense qu'à cette époque-là, Sal Magli avait comme 30 ans et seulement 6 victoires dans les majeurs. Donc, il avait eu une demi-saison presque. Tandis que Max Lanier, je regardais l'équivalent, c'était un peu comme si Max Fried avait signé avec Drummondville au lieu de signer avec les Yankees. Là. Il y avait déjà au plus de 100 victoires en poche dans les ligues majeures. C'était vraiment un joueur de calibre supérieur qui se retrouvait à Drummondville pour cette saison-là. Puis il y a d'autres joueurs aussi, là, Danny Gardella qui était voltigeur. Il y avait un très jeune Vic Power qui avait été signé de l'Amérique latine, donc pour se retrouver. Donc, c'est tous les liens que les joueurs québécois avaient fait au Mexique et à Cuba et tout. Donc, ces joueurs-là, on les a ramenés au Québec. On avait aussi Quincy Truppi, qui est un vétéran des Negro Leagues, qui était derrière le marbre. Roy Zimmerman, qui je pense est un ancien, si je me rappelle bien, des Giants de New York, qui était au premier but. Donc, on avait vraiment une équipe de très, très fort calibre qui, pour jouer. Stan Bréard jouait à l'Areco. Donc, presque tous les joueurs étaient, disons, de niveau 3A ou plus dans cette équipe-là. Dis-moi, Christian, on parle de cette équipe-là. Dès l'année suivante, on s'est joint. C'est en 49, cette équipe-là de Drummondville là, dont on parle. C'est ça. Donc, évidemment, là, en 49, soudainement, la Ligue provinciale se retrouve sous les projecteurs. On en parle parce qu'en plus, Danny Gardella et plusieurs autres vont poursuivre le baseball majeur contre cette suspension-là. Et Gardella va finir par être plus ou moins, avoir un certain succès dans sa poursuite qui va un peu amener, disons, les préludes vers le système d'agent libre qui va venir quelques décennies plus tard. Et on va faire un peu craquer le système de réserve là, du baseball majeur. Mais donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la mi-saison, en 1949, les joueurs suspendus vont être... leur suspension va être annulée par le baseball majeur. Donc, il y a une espèce d'entente. Et là, il y a certains joueurs qui vont quitter. Lanier, en particulier, va retourner directement dans les ligues majeures. Certains autres. Lou Klein, là, il venait vraiment faire juste un tour, je pense que c'était avec Saint-Jean, et tout de suite va retourner quelques semaines plus tard. Il s'en va directement dans les majeurs. Donc, certains joueurs vont rester. Magli, notamment, va passer le reste de la saison à Drummondville. Ce qu'on dit, c'est qu'il aurait été payé quelque chose comme 10 000 $ au moins en argent à l'époque et plus 10 000 $ en frais divers, donc voiture, maison payée et tout ça. J'ai certains anciens joueurs là, qui m'ont donné des témoignages comme quoi il l'avait rencontré. Dans sa chambre d'hôtel, il y avait un lit avec de l'argent dessus partout. Donc, il a été grassement payé pour sa saison là-bas. Il y a des joueurs qui ont joué sous un faux nom. Oui, ben... À cette époque-là, c'était quoi la raison? Ben, premièrement, c'est que il y a comme les joueurs étaient suspendus, techniquement, il y a le baseball majeur avait menacé les autres joueurs. Si on jouait avec les joueurs suspendus, on risquait nous-mêmes une suspension du baseball majeur. Ça n'a pas été tant appliqué, mais il y a aussi les joueurs, ça a fait certains effets. Il y a des joueurs là, qui ont préféré cacher leur identité. Aussi certains, parce que vu que la Ligue provinciale offrait des très bons salaires, ils vont tout simplement disparaître de leur équipe pour si on y était pris, par exemple, dans le 2A ou dans les ligues mineures, ben, on pouvait leur offrir plus cher dans la Ligue provinciale. Puis, on cassait notre contrat, on se sauvait, puis on acceptait un salaire plus élevé ailleurs. Où on disait qu'on prenait notre retraite, mais on allait signer un gros contrat là-dessus. Il y a, par exemple, Ebba Sinclair, qui est le père de Randy Sinclair, qui a joué avec les Expos, qui a fait le coup dès 1947, mais aussi en 1949. Lui, il était pris, je crois, dans l'organisation des Pirates. Ça allait nulle part. Puis, il est venu signer un gros contrat ici au Québec en jouant sous le nom de Eddie Thomas, plutôt qu'Ebba Sinclair. On se prenait des beaux noms génériques là, qui étaient difficiles à retracer. Dis-moi, Christian, tu as indiqué qu'on avait attiré l'attention et là,
évidemment, les coûts augmentent parce que là, la compétition est grosse, est énorme. Et là, en 1950, on s'affilie avec le baseball organisé parce qu'avant ça, c'est ça, il n'y avait pas d'affiliation quelconque. Là. Non, là, on était complètement... non seulement on ne travaillait pas avec le baseball majeur, disons qu'on travaillait contre lui là, en utilisant des joueurs qui étaient suspendus. Là, on va se joindre au réseau officiel du baseball majeur. Donc, évidemment, les prix les salaires sont un peu hors de contrôle dans la Ligue provinciale. C'est pas 100% clair d'où vient tout cet argent-là. Par exemple, les fameux Cubs de Drummondville qu'on a parlé, là, ils vont remporter les séries éliminatoires en 1949, mais peut-être suspicieusement, les 2 séries vont se rendre à la limite. On va même jouer une longue série de 9 matchs pour la série finale pour soutirer le maximum de tout le monde. Là. Donc, il y a peut-être... les reportages de l'époque mentionnent qu'il y a beaucoup de paris qui se font sur ces matchs-là, donc ça attire beaucoup d'attention. Peut-être un peu comme ça aussi qu'on finance tous ces joueurs-là. Ouais. Donc, on ne peut pas soutenir ça. Donc, et là, évidemment, on se rend compte qu'on doit revenir un peu à la réalité puis continuer avec dans le réseau du baseball majeur en 1950, un peu arrêter cette guerre ouverte avec le baseball majeur pour 1950. Donc, chacun des concessions demeure dans la Ligue provinciale, sauf que là, les joueurs qu'on a appartiennent c'est des clubs écoles, ni plus ni moins là des. En fait, pas tout de suite, je dirais. Il y a quelques années, 50-51, ça reste du baseball, disons, affilié, mais surtout indépendant. Donc, donc, on va continuer, disons, à se faire une spécialité pour accueillir des vétérans. Par exemple, beaucoup de joueurs des Negro Leagues vont continuer à jouer en 1950-51. D'ailleurs, en 1951, un fait intéressant, c'est qu'à Farnham, c'est Sam Bankhead qui est le gérant de l'équipe qui, à ce moment-là, devient le premier gérant noir du baseball affilié. Et essentiellement, l'équipe de Farnham, c'est une équipe de vétérans des Negro Leagues avec certains jeunes, mais il y a pratiquement, là, Farnham peut pas vraiment compétitionner pour les salaires avec les anciens des ligues majeures, mais va compenser en embauchant une tonne de joueurs des Negro Leagues. Ensuite, là, ce qui va arriver aussi, c'est qu'en 1951, Trois-Rivières et Québec vont quitter la Ligue Can-Am pour se joindre à la Ligue provinciale. Donc, on va passer de 6 à 8 équipes. Et là, Québec, eux, avaient une certaine une affiliation plus ou moins claire avec les Braves. Les Braves j'essaie de me souvenir où étaient les Braves à cette époque-là. Donc, ça va être juste avant Milwaukee. Donc, il était encore à Boston, j'imagine. Les Braves étaient à Boston à ce moment-là, c'est ça. Donc, c'était à la toute fin à Boston. Et donc, il y a une affiliation plus ou moins directe avec eux, mais donc, ça va leur donner quand même un gros avantage sur les autres équipes. Puis là, tranquillement, là, à partir de 1952, toutes les équipes vont s'affilier avec des équipes des ligues majeures. Et là, on va se déplacer. Les vétérans vont être tranquillement mis de côté, puis on va vraiment rajeunir les équipes. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les vétérans, il y en a plusieurs qui vont retourner dans d'autres ligues au Québec. La Ligue Laurentienne, il y a une année aussi, ça s'appelle la Ligue senior du Québec avec des équipes à Lévis, Thetford Mines, dans ce coin-là. Puis tandis que la Ligue Laurentienne, c'est dans les Laurentides, Saint-Jérôme et tout ça. Et il y a beaucoup de vétérans, incluant des vétérans des Negro Leagues qui vont continuer là. Notamment notre représentant au Temple de la Renommée, j'oublie son prénom, mais Brown, donc Ray Brown. Ray Brown, effectivement. Donc, lui arrive à Sherbrooke en 1951, 50-51, donc il est dans la quarantaine à cette époque-là. Va jouer, bien jouer, va aider Sherbrooke à gagner le championnat en 51. Puis ensuite, il va jouer à Thetford Mines avec Roland Gladu dans la Ligue senior. Il va terminer aussi dans la Ligue Laurentienne. Ensuite, il avait épousé une Québécoise à cette époque-là, donc je pense qu'il voulait rester dans le coin. Mais il y avait du très bon baseball qui jouait aussi, tandis que la Ligue provinciale, elle devenait vraiment une ligue de formation, là, de développement à partir de 1952. Donc, il n'y avait plus, autrement dit, l'aspect local, si on parle des joueurs comme tels,
il y en avait de moins en moins, là, autrement dit, avec cette affiliation-là. Il y en avait de moins en moins. On se gardait, il y a quelques joueurs québécois là, qui vont profiter de ça. Là. Georges Maranda, par exemple, va lancer plusieurs saisons à Québec. Il y a quelques autres, des Jacques Monette vont avoir leur chance à cette époque-là, mais il y en a de moins en moins, ça c'est clair. Donc on va, et c'est beaucoup de joueurs américains, mais beaucoup moins connus là, des jeunes qui vont se succéder. Il y en a des très bons là, qui vont se rendre dans les majeurs ensuite, mais moins en moins. Puis en même temps, la Ligue provinciale perd aussi un petit peu son expertise à attirer des joueurs des Negro Leagues et tout ça. Là. Donc au début, il y avait un certain intérêt pour faire jouer des jeunes joueurs noirs ou latinos au Québec parce qu'il y avait de l'expérience, c'était peut-être plus facile que d'aller dans le sud des États-Unis, disons, là, mais c'est rapidement, là, cet avantage-là du Québec va s'amenuiser. Est-ce que c'est ce qui a fait en sorte que, bon, vers la fin des années 50, là, la popularité de la Ligue provinciale là, s'en va en diminuant? Là? Ben, il y a plusieurs facteurs. Je pense que partout en Amérique, les ligues mineures ont connu une apogée au début des années 50, puis ça s'est rapidement essoufflé. On parle de l'arrivée de la télévision, il y a beaucoup d'autres sports qui vont se développer, qui fait que là, le baseball va perdre un peu son monopole comparativement à ses autres activités de divertissement. Son monopole divertissement, c'est ça exactement. Là. C'est ça. Donc, ça, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais on est passé là, de quelque chose comme plus de 100 ligues mineures au début des années 50 à une moins de 20 là, qui survivent de peine et de misère au début des années 60. Et il a fallu que le baseball majeur change toute la structure financière des ligues mineures pour assurer leur survie à cette époque-là. Donc la Ligue provinciale est dans ce même cycle-là. Et en plus, évidemment, on a été peut-être un peu trop gâtés fin des années 40, début des années 50. On a du très, très haut calibre. Puis là, soudainement, une équipe de classe C avec des jeunes joueurs de 18-20 ans qui ont un cycle rapide de joueurs, là, c'est peut-être moins intéressant à cette époque-là. Québec va continuer à attirer des foules de façon très, très importante, mais les autres équipes vont en attirer. Juste, je te donne un exemple rapidement. À Sherbrooke, on gagne le championnat en 1951. Le stade brûle le soir du championnat, dans la nuit, et on est obligé de sauter la saison 1952 durant qu'on se construit un nouveau stade. On revient en 53 avec un nouveau stade, une nouvelle affiliation avec les Indians de Cleveland, une équipe qui est première dans la Ligue, et les assistances ont diminué de moitié entre 1951 et 1953. Je peux juste mentionner que parmi les joueurs qui ont joué à Sherbrooke, je pense à cette époque-là, il y avait Claude Ruel. Oui. D'ailleurs, on le voit qui officiellement appartenait aux Indiens de Cleveland à l'époque. Est-ce que la Ligue provinciale, elle a cessé ses activités à un moment donné, Christian, là, pendant ces années-là? Disons, là, il y a plusieurs des anciennes villes là, qui vont lâcher tranquillement. Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby vont abandonner vers 1954. Et là, la base devient de plus en plus faible. On va rajouter Thetford Mines qui va aller plus ou moins bien. Et on est obligé d'ajouter Burlington au Vermont en 1955. Donc là, on revient dans cette même histoire, là, les coûts de transport qui augmentent. Et puis là, rendu pour 1956, il y a de moins en moins d'intérêt. Il reste Québec, Trois-Rivières, qui eux, ça fonctionne bien. Mais là, on n'arrive pas à trouver d'autres équipes. Puis finalement, la Ligue va s'effondrer à ce moment-là. Donc, l'affiliation va cesser en 1950, après la saison 1955. Est-ce que la Ligue a quand même réussi à poursuivre? Là, évidemment, ça va nous mener aux années 60, là, où les Québécois ont leur Ligue à eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin des années 50, Christian? On repart un nouveau cycle. Donc, on retourne à des ligues plus ou moins organisées, surtout de fin de semaine, avec des joueurs locaux. Puis là, tranquillement, c'est que le calibre là va augmenter. Puis tranquillement, on va réinviter des joueurs américains. Puis jusqu'à ce que, au milieu des années 60, là, soudainement, on se retrouve avec une ligue d'assez haut calibre qui recrute des joueurs qui viennent d'être coupés du réseau du baseball majeur. Donc, on va revenir un peu dans le même cycle jusqu'à ce que, disons, à la deuxième moitié des années 60, on se retrouve avec des équipes qui
ont en majorité des joueurs américains ou d'Amérique latine. Donc, de moins en moins de joueurs locaux. Puis, encore une fois, du bon calibre, mais où on a exclu un peu plus les joueurs locaux. Oui. De 68 à 70, on s'est retrouvé avec une ligue complètement ouverte. Là, il y avait des règlements auparavant, notamment les joueurs québécois. Si on avait joué au-dessus du niveau 2A, il fallait attendre 2 ans avant de revenir. Mais de 68 à 70, là, c'était le bar ouvert. Ben, presque. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça a commencé tranquillement. Donc, il y avait dans la ligue, il y avait une ligue provinciale des cantons de l'Est, si ça peut faire du sens comme nom, mais il y avait aussi une ligue provinciale qui était plus du côté de Québec et tout ça. Donc, il y avait Quaticook dans la ligue provinciale des cantons de l'Est, les deux vont finir par fusionner. Mais donc, Quaticook, on va leur donner le droit d'embaucher plus de joueurs américains vu qu'ils sont sur la frontière. C'est quelque chose comme, je pense qu'initialement, on avait le droit à 6 joueurs américains, mais pour Quaticook, les joueurs du New Hampshire, du Maine, du Vermont comptent comme des joueurs locaux. Et puis là, bon, rapidement, les autres équipes vont se plaindre de cet avantage-là. Je pense que pour 1967, on passe à autant de joueurs étrangers que vous voulez, mais il y a un plafond salarial. Puis là, on se rend compte qu'on n'est pas capable de vérifier si le plafond salarial a été satisfait ou non. Fait que pour 1968, on va essentiellement tout abandonner, sauf cette règle là, sur le 2A ou plus là, qu'on doit rester. On ne peut pas avoir été dans le 2A dans les 2 dernières années. Oui, dans ces dernières années, il y a quelques joueurs qui sont passés par la provinciale, qui ont fait les majeurs. Celui qui est le plus connu pour les partisans de Montréal, c'est Pépé Frias. Exactement. Donc, on va aussi se faire, encore une fois, il y a une espèce de spécialité là, pour attirer des joueurs d'Amérique latine. On va recruter au Mexique, on va recruter en République dominicaine et tout ça. Donc, on va attirer certains joueurs qui n'ont peut-être pas eu leur vraie chance dans les ligues majeures. On va continuer à attirer ces joueurs-là. Donc, c'est un bon exemple de joueurs qui vont passer dans la Ligue provinciale pour se retrouver dans la Ligue majeure. Est-ce que tu as vérifié, Christian, si la renaissance de la Ligue provinciale dans les années 60, là, après la fin des affiliations, est-ce qu'il y a un lien à faire entre le fait que là, il y a quelques Québécois, principalement Claude Raymond, mais il y en a d'autres qui ont atteint les majeurs. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces joueurs-là québécois là, qui se démarquent et le fait que la Ligue provinciale a gagné en popularité? Je ne sais pas si on peut faire un lien direct. Je pense que peut-être que le lien que je ferais plus, c'est plutôt le fait qu'il y a eu une espèce de boom du baseball junior à Montréal, notamment dans les années 50. Je pense que ça a fait qu'on a eu un bassin de joueurs très important qui, oui, les meilleurs comme Claude Raymond vont se rendre dans les majeurs, mais il y a aussi plusieurs autres très bons joueurs qui ont été un petit peu peut-être dans les réseaux des filiales, mais qui reviennent au Québec et qui là veulent jouer du bon baseball et qui aussi ont fait des liens avec d'autres joueurs américains qui peuvent ramener au Québec. Et là, je pense que tu en as interviewé plusieurs dans les années 60, c'est un peu leur cas. Donc, cette espèce d'âge d'or qu'on a eu dans les années 50, je pense que c'est un peu cet effet-là. C'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont grandi avec le baseball, qui ont joué du baseball junior de haut niveau, puis qui veulent continuer au niveau senior. Puis, ça permet d'avoir donc ces ligues seniors-là de haut calibre à partir de la fin des années 50, au début des années 60. Puis là, on va s'ambitionner à amener un peu plus de joueurs étrangers avec ça. Oui. La Ligue provinciale a disputé sa dernière saison, c'était en 1970. Dès la saison suivante, il y a un club à Québec et à Trois-Rivières dans la Ligue Eastern. Je sais pas qu'est-ce qui est venu avant l'autre, là, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a causé la fin là, de la Ligue provinciale? Oui, ben, c'était un peu, disons, c'était une fin de cycle comme on a connu à d'autres époques. Là. Les salaires étaient peut-être rendus trop élevés pour pour ce qu'il y avait. Donc, on attirait de plus en plus de joueurs américains. Donc, des masses salariales assez élevées. Les plus petites villes avaient disparu. On se retrouvait, là, je pense qu'en 70, on n'est plus que 5 équipes. Donc, ça tire un peu à sa fin.
Je ne sais pas si les expos ont eu aussi un effet négatif sur ces équipes-là. Est-ce qu'on préfère pas écouter les expos à la radio ou aller voir un match à Montréal plutôt que de voir l'équipe de la Ligue provinciale? Il y a clairement un intérêt pour le baseball à cette époque-là au Québec, mais peut-être pas autant pour la Ligue provinciale. Si on a la chance d'aller voir notre Américain plus ou moins bon au coin de la rue à la Ligue provinciale, où on va monter à Montréal voir les meilleurs des ligues majeures, hein, peut-être que ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc, on commence à en arracher un petit peu plus là, dans la Ligue provinciale à cette époque-là. Puis, comme on a monté les salaires, là, dès qu'il y a une petite baisse d'achalandage, on peut pas survivre longtemps. Oui, il faut dire que le baseball mineur aussi s'est organisé. En fait, on a vu ce qui se passait. On était au courant que le baseball était populaire au Québec, puis la Ligue Eastern a tenté d'y aller d'une expansion au Québec. Sur les centres de la Ligue provinciale, en incorporant, après Trois-Rivières, Québec, il y a eu des équipes à Sherbrooke, à Thetford Mines, donc on a tenté d'élargir un petit peu là, ce qu'on faisait au niveau du baseball affilié. Oui, donc le baseball majeur était très au courant de ce qui se passait dans la Ligue provinciale. Il y avait beaucoup de dépisteurs au match de la Ligue provinciale à la fin des années 60. On était au courant qu'il y avait un bon bassin. Je pense qu'il y avait beaucoup de craintes initialement sur on était un peu loin, mais en se créant une base d'équipe au Québec, on pouvait créer une rivalité, on pouvait réduire les coûts de transport. Il y avait aussi des craintes au niveau de la météo. Évidemment, on a un été peut-être plus capricieux qu'ailleurs. Donc, ça a toujours joué un peu en la défaveur du Québec pour des ligues affiliées qui étaient basées au Québec. Je pense qu'aussi, le fait qu'une de ces filiales-là allait être une filiale des Expos, ça allait apporter de l'intérêt. Ouais. Donc, des équipes de la Ligue provinciale aussi, je pense, chacun voulait avoir cette part du gâteau-là. Évidemment, c'est Québec qui l'a remporté, mais on a voulu profiter, disons, de cet engouement-là. Oui. Christian, si je te demande de me résumer un petit peu, dans les deux ligues provinciales, il y a eu deux grosses périodes, celle des années 60, fin des années 40. Puis là, je vais te demander spécifiquement, cette équipe-là de Drummondville, il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites au niveau local sur cette équipe-là, avec Sal Magli en tête, là, et tous les autres qui ont suivi, les Vic Powers, Stan Bréard, etc. Plusieurs se posaient la question, est-ce que, oui ou non, cette équipe-là aurait pu rivaliser avec des équipes de calibre 3A? Je pense qu'il manquait un peu de profondeur pour le cas, mais il y avait quand même des très, très bons joueurs qui étaient probablement supérieurs au calibre 3A. Ouais. Cela dit, des joueurs comme Max Lanier étaient peut-être pas au sommet de leur forme à cette époque-là. Donc, veut pas, ça faisait 3 ans qu'il était à l'extérieur des ligues majeures. Il y avait le potentiel pour être très, très bon. Je sais que ce que j'ai entendu pour Sal Magli, c'est que son choix de rester à Drummondville, oui, il a eu tout l'argent que j'ai mentionné plus tôt, mais lui, ça ne se sentait pas en forme, assez en forme pour retourner directement dans les majeures, même s'il aurait pu. Il a préféré donc continuer sa saison, peut-être augmenter un petit peu son niveau d'effort, prendre la saison morte pour revenir en force. Puis, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'est trompé parce qu'il y a eu une très, très belle carrière ensuite. Donc, contrairement à d'autres joueurs qui ont sauté sur l'occasion pour retourner tout de suite dans les majeures, et la plupart ont eu un retour dans les majeures assez court, lui a décidé de faire l'inverse et ça a bien fonctionné. Est-ce qu'il aurait pu battre les Royaux pour un match ou deux? Possiblement. Sur une longue période dans la Ligue, il n'aurait peut-être pas fait, pas fait autant, là, mais il y avait vraiment une équipe qui était, disons, c'est la plus forte équipe qu'on a vue, je dirais, à l'extérieur là, de Montréal. Oui. Écoute, Christian, dernière chose, présentement, il y en a une ligue, la Ligue senior, là, qui s'apparente un peu à la Ligue provinciale, qui est au Québec. Même si tu es basé en Ontario, je suis convaincu que tu regardes un peu ce qui se passe au Québec. Cette ligue-là va bien, semble-t-il, financièrement. Il y a des anciens pros qui s'en vont jouer là, même qu'en cas de besoin, on va piger dans cette ligue-là, que ce soit des Aigles ou des Capitales en cas de besoin. Donc, ça veut dire que le calibre est intéressant. Quand tu vois ça, est-ce que tu revois un peu la dynamique de ce qu'on trouvait dans la Ligue provinciale? Ben, un peu. C'est sûr qu'il y a cet aspect-là. Je sais que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des villes pour lesquelles ces équipes-là sont très importantes. On retrouve un peu cet esprit qu'il y avait dans la Ligue provinciale. On est attaché à ces équipes-là. Il y a de la compétition entre les villes. Ça, c'est très intéressant. Ça rappelle ce qu'il y avait à cette époque-là. C'est sûr qu'on réussira jamais à
réunir les conditions qu'il y a eu dans les années 40, dans les années 50. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé à cette époque-là. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas encore eu un film qui a été fait sur cette époque-là. Il me semble qu'il y a quelque chose une histoire assez incroyable à conter là-dessus. Mais dans disons, le baseball a complètement changé depuis cette époque-là. Il y a une place pour une ligue comme ça. Est-ce qu'on peut penser qu'on va revenir exactement au même niveau? Je pense pas. Est-ce qu'on pourrait ajouter un peu plus de joueurs étrangers? Peut-être le calibre augmenter un peu plus encore, peut-être. Mais je pense pas qu'on va revenir à quelque chose qu'on a eu à cette époque-là. Ouais. Ben Christian, merci de ton temps. Ce que tu viens d'illustrer, dans le fond, c'est que le baseball a toujours eu une grande place au Québec. C'est pas compliqué. Toi et moi, on a fouillé beaucoup les journaux de cette époque-là, puis la couverture médiatique sur le baseball, Christian, regarde, était très, très élevée. C'était le baseball d'été et le hockey l'hiver. C'est pas compliqué, là. C'est comme ça que ça fonctionnait. Puis je pense que c'est bon de rappeler la très grande place que le baseball a occupée dans l'espace sportif au Québec. Exactement. D'ailleurs, c'était une de mes motivations quand j'ai commencé là-dedans. C'était au début des années 2000, alors que les expos allaient vraiment pas bien et qu'il y avait vraiment une couverture négative du baseball. Et même à la grandeur de l'Amérique du Nord, il y avait cette image qu'au Québec, on n'avait pas de culture de baseball et tout ça. Honnêtement, je trouve que c'est complètement faux. On a une longue histoire, on a une longue tradition et ça a été un sport un peu comme partout ailleurs. Avant, c'était le plus important l'été. Maintenant, évidemment, il y a plus de compétition et tout, mais il y en a quand même une très, très longue tradition. Et cette tradition-là n'est pas du tout qu'à Montréal. Il y a beaucoup de villes au Québec qui ont de longues histoires de baseball. Et ceux qui ont eu des équipes de la Ligue provinciale ont même eu des histoires incroyables à raconter qui s'est passé dans ces villes-là. Merci beaucoup, Christian Trudeau, membre de la Society for American Baseball Research et qui a consacré plusieurs heures à la recherche de la Ligue provinciale. Merci, Christian. Ça me fait plaisir.